Mesdames et messieurs, bonsoir. Il est 20h sur les antennes de la télé Futur Média. C'est parti pour le sommaire de cette édition. Un homme d'État s'en est allé. Le Sénégal endeuillé par la disparition soudaine de Bruno Diatta. Le chef de protocole de la présidence de la République est parti à l'âge de 70 ans. Nous lui rendrons hommage dans ce journal. Le 16e anniversaire du naufrage de Joola. Cette année, les orphelins portent le combat. Ils exigent entre autres le renflement de l'épave du navire. À Ziguinchor, l'association des victimes demande au chef de l'État de réajuster son calendrier pour présider la commémoration. G6 et gouvernement en conclave pour le respect des accords signés le 30 avril dernier. Les syndicalistes du scolaire préviennent la stabilité du système en dépend. Et puis Aliou Cissé fait confiance au même groupe pour la double confrontation face au Soudan. On en parle dans la page des sports. Ce sera avec Pape Abdoulaye Der. Voilà le sommaire de ce 20h. Tout de suite le développement. Bienvenue à toutes et à tous. La faucheuse a encore frappé de manière inattendue. Bruno Diatta a rendu l'âme à l'âge de 70 ans. L'homme a servi tous les chefs d'État sénégalais de Senghor à Macky Sall. Nous voyons tout cela dans ce récit signé Fatima Touré. Le Sénégal perd un grand serviteur de la nation. Le plus vieux chef de protocole en exercice au monde n'est plus. Bruno Diatta est décédé ce vendredi. L'homme aura servi plus d'un demi-siècle à sa nation. Bruno Diatta, un homme intègre, rigoureux qui incarnait la longévité. L'inoxydable chef de protocole du président Sall, fidèle à sa réputation d'homme effacé, a loyalement servi tous les chefs d'État sénégalais, de Senghor à Macky Sall, en passant par Abdou Diouf et Abdoulaye Wade. Ces loyaux services rendus à la nation lui ont valu toute la reconnaissance du président Sall, qui l'avait élevé au rang de ministre chef de protocole de la présidence de la République. Aujourd'hui, la nation tout entière perd un grand homme de l'État, Bruno Diatta, un homme d'une dimension exceptionnelle qui restera à jamais dans les annales politiques du Sénégal. Bruno Diatta, un serviteur de l'État qui a connu bien des secrets d'État, mais qui a su les taire jusqu'au bout. L'homme était avare en confidence, discret, voire secret, nous dit Pape Abdoulaye Der. Connu de tous, mais méconnu, Bruno Diatta était un homme discret, certains diraient même secret. Inamovible chef du protocole du président de la République de Senghor à Diouf, en passant par Wade et Macky Sall, Bruno Diatta incarnait à lui seul la continuité de l'État. C'est en toute logique que le président Sall l'avait reconduit dans ses fonctions en 2012 après son élection à la tête de l'État du Sénégal. Ce véritable baïfal de la nation, ministre conseiller, n'a fait que suivre les traces de son père Édouard Diatta, ministre des Travaux publics en 1956 sous la loi cadre. Né en 1948, Bruno Diatta est diplômé de Sciences Po Toulouse après un baccalauréat obtenu avec la mention bien au lycée Vanvo. Sorti major de l'ENA en 1976, son long bail avec l'État du Sénégal a pris fin cet après-midi du vendredi 21 septembre 2018. Le décret divin sans appel est passé par là. Il emporte avec lui dans sa tombe de lourds secrets d'État, de grands pans de l'histoire du pays qui se sont écrits et déroulés au palais. À notre connaissance, il n'a pas laissé de mémoire ni à l'écrit, encore moins à l'oral. C'est dire à quel point l'homme était avare, en confidence. Pape Abdoulaye Der, merci. Nous sommes en ligne avec Massamba Sarr, consul du Sénégal au Maroc. Monsieur Sarr, bonsoir. Monsieur Sarr, bonsoir. Bonsoir, monsieur. Oui, monsieur Sarr, vous êtes un proche collaborateur, vous avez été plutôt un proche collaborateur du défunt et même son adjoint sous Diouf et sous Wade. Alors, que peut-on retenir de cet homme qui vient de nous quitter? Merci beaucoup. Le ministre Bruno Diatta était pour moi plus qu'un patron. Il a été mon formateur. Il a été quelqu'un qui m'a guidé dans ma vie administrative et qui m'a beaucoup appris.
puisque cet homme était un pilier de la République. La République vient de perdre un pilier, un homme discret, Merci beaucoup. Voilà, monsieur. Le ministre Bruno Diatta était pour moi plus qu'un patron. Il a été mon formateur. Il a été quelqu'un qui m'a guidé dans ma vie administrative et qui m'a beaucoup appris. Puisque cet homme était un pilier de la République. La République vient de perdre un pilier, un homme discret. Merci beaucoup. Le ministre Bruno Diatta était pour moi plus qu'un patron. Il a été mon formateur. Il a été quelqu'un qui m'a guidé dans ma vie administrative et qui m'a beaucoup appris. Puisque cet homme était un pilier de la République. La République vient de perdre un pilier, un homme discret. Voilà, je pense que l'élément, la liaison téléphonique plutôt n'est pas du tout claire, des problèmes de réseau, mais on a entendu que Bruno Diatta était un pilier de la République, un homme discret qui est parti. Nous nous rendons actuellement à fin de résidence au domicile du défunt où nous allons retrouver Pape Faraning. Pape Farah, bonsoir. Faraning qui n'est pas encore en ligne, donc l'information de cet après-midi avec la faucheuse qui a encore frappé de manière soudaine avec la mort de Bruno Diatta. Justement, nous nous rendons à fin de résidence au domicile du défunt. Pape Faraning, bonsoir. Bonsoir, Père Tidiane. Alors, Pape Farah, j'imagine que la maison mortuaire est prise d'assaut en ce moment. Effectivement, Père Tidiane, mais avec beaucoup de tristesse à la maison mortuaire de Bruno Diatta. Ses proches et ses amis sont inconsolables pour dire que c'est une perte immense. Donc, toutes les autorités du Sénégal donc, sont pratiquement là au niveau de cette maison de fin de résidence. Mais pour vous dire que c'est une grosse perte, même le président de la République, très attristé, M. Macky Sall, donc, qui a pu dès l'annonce du décès, donc écouter son voyage pour Mali, pour venir présenter ses condoléances donc, dans cette famille déplorée, présenter ses condoléances à sa femme, mais aussi au niveau de la maison, on a trouvé les Robert Sagna et entre autres religieux comme Monseigneur Benjamin Ndiaye qui était là, donc sur les lieux pour présenter aussi ses condoléances. Ousmane Tanor Dieng, si vous savez bien qu'Ousmane Tanor Dieng avait travaillé avec Senghor et Abdou Diouf et Bruno Diatta, a travaillé avec les 4 chefs de l'État. Et pour l'instant, pas de déclaration pour le président de la République. Ces condoléances ont pris pratiquement 30 minutes avec son épouse et une délégation. Et actuellement, donc, la maison ne désemplit pas sur Tidjara. Merci Pape Faraning, c'est tout ce que nous avions à dire ce soir sur le décès donc de Bruno Diatta. Certainement nous y reviendrons dans nos prochaines éditions. Bientôt, il va faire 16 ans que le Diola a coulé au large des côtes gambiennes. Cette année, ce sont les orphelins qui vont porter le combat. Leurs exigences s'articulent autour de 5 points, avec entre autres le renflement de l'épave du navire. Écoutons à ce propos Shamsidine Aïdara, membre du comité d'initiative du mémorial. Il est interrogé par Fatoumata Touré. Les familles de victimes sont toujours dans le désarroi. Après 16 années de lutte acharnée pour la prise en charge des préoccupations essentielles des familles de victimes, à savoir faire du 26 septembre une journée nationale du souvenir à travers une loi, érigée sur la corniche ouest, dans un processus transparent, un mémorial comprenant un musée et un centre de recherche sur la sécurité humaine, la prévention des risques et des catastrophes. Rendre justice, prendre en charge convenablement les orphelins du Diola et les rescapés, renflouer l'épave du bateau. Les familles attendent toujours. Aujourd'hui, la relève est assurée par les orphelins du Diola,
devenus majeurs pour la plupart. Ils continueront le combat des familles de victimes jusqu'au bout. Et puis Macky Sall a annoncé à Ziguinchor les 27, 28 et 29 septembre prochains. La veille de ce déplacement coïncide en effet avec la commémoration du 16e anniversaire du naufrage du Joola. L'association des victimes du Joola lui demande de réajuster son calendrier pour présider la dite commémoration. Boubacar Diassi, Lamine Mangan. Dès que la nouvelle est tombée, faisant état d'un voyage du président Macky Sall au sud du pays à partir du 27 septembre, les Ziguinchorois ont réagi, lui demandant d'y aller la veille, afin de commémorer avec eux le 16e anniversaire du naufrage du Joola. C'est une très grande considération pour les Ziguinchorois que le président de la République nous rende visite, parce que c'est le souhait le plus absolu. Mais le 26 septembre constitue pour nous une date mémoriale, pour tous Ziguinchorois, pour tout Casamançais et pour tout Sénégalais, et même mondialement reconnu. Parce que le 26 septembre coïncide avec le naufrage du bateau le Joola que nous commémorions tous les ans. Mais le plus grand souhait de tous les Ziguinchorois et de toute la nation, n'est-ce pas, aurait été que le président lui-même vienne poser la première pierre du mémorial. Que le président de la République vienne communier avec nous, ici à Ziguinchor, avec toute la nation sénégalaise. Et si le président de la République fait un acte de venir à Ziguinchor, ça ne sera que plus. C'est une reconnaissance qu'on retiendra au fond de nos cœurs. Parce que jusqu'à présent, nous avons pardonné, mais c'est difficile d'oublier. Quand le 26 septembre s'approche, c'est douloureux. C'est douloureux, c'est très douloureux. Aujourd'hui, nous n'avons plus des larmes pour verser, mais au fond de nous-mêmes, ça fait très mal. L'association des familles des victimes du Joola s'est voulue, elle, plus diplomatique. Oui, je crois que pour nous, c'est contradictoire. Hein? On ne peut pas venir au lendemain du naufrage mener des activités en faisant abstraction à la date du 26. C'est contradictoire. Le 26, c'est une commémoration nationale, voire internationale. Et c'est dans ce sens que nous avons adressé une correspondance pour inviter le président de la République à venir communier avec les Sénégalais dans le cadre de la commémoration du 16e anniversaire du naufrage du Joola. Pour vraiment montrer davantage l'exemple. Parce que pourquoi l'exemple? Nous nous apercevons que 16 ans après, on a tendance à banaliser la commémoration. Et j'espère que effectivement toutes les dispositions seront prises pour que ce 26, le président vienne ici au port de Ziguinchor en rapport avec toutes les familles, communier avec nous, comme par ailleurs il a toujours fait dans le passé en tant que Premier ministre. Et donc c'est un honneur pour nous en tant que famille d'accueillir le président ici à Ziguinchor, au-delà des autres aspects qu'il doit faire dans la région. Selon nos informations, la visite du chef de l'État Macky Sall dans le sud du pays devrait être une visite essentiellement économique. Nous parlons de la hausse annoncée des pensions de retraite. Les concernés sont plutôt dubitatifs. Eux qui, disent-ils, ont accumulé beaucoup de déceptions de par le passé. Écoutez plutôt ces retraités qui se prononcent dans ce reportage de Fatou Bintou Conté qui donne plutôt des ébauches de solutions. La revalorisation des pensions de retraite de 6 000 à 35 000 francs, Alassane Ouad, ce retraité n'y croit pas. Il reste dubitatif sur les promesses de l'État que l'IPRES ne concrétise jamais. Depuis que, par exemple, l'État promet, l'IPRES n'applique pas en fait n'applique pas ce que l'État a demandé. L'État peut bien avoir de bonnes intentions, mais si l'IPRES n'agit pas. Pourtant, Djibril Fall de l'Université du 3e âge se réjouit de cette hausse et estime que cette augmentation apporte du baume au cœur. Parce que quel que soit le salaire ou bien la pension, il n'est jamais suffisant pour couvrir les besoins de la famille. Alors, s'il y a un plus que le gouvernement met dans cette dispositif, c'est la bienvenue. Cette hausse pour les retraités leur permet, dans une certaine mesure, d'augmenter le pouvoir d'achat, minime soit-il. Mais pour Alassane Ouad, cela doit se calculer sur le coût de la vie. Qui est chargé de gérer cette opération, fait la faisabilité et traite les conditions de mise en place de cette application du gouvernement, de cette décision du gouvernement. La pension en elle-même ne règle pas les problèmes. Même avec l'augmentation. Même avec l'augmentation. Les retraités prennent en charge
40% des charges des femmes dans les familles. Mais à la limite, on doit indexer les pensions sur le coût de la vie. Des promesses sur les pensions de retraite, l'État en tient tous les jours. La faisabilité, le nœud du problème pour ces retraités. Je vous l'annonçais dans le titre de cette édition, le suivi du protocole d'accord signé le 30 avril dernier entre le gouvernement et le G6 a fait l'objet d'une rencontre. Pour les syndicalistes de l'enseignement, la stabilité du système en dépend. Nous voyons tout cela dans cet élément à signer Mamadou Bipa, Sissoko et Diafaraba. Cette rencontre, une occasion pour le gouvernement de rassurer les enseignants sur l'état d'avancement de leurs différentes revendications. Sur les lenteurs administratives dont la perspective était d'améliorer la fonctionnalité du guichet unique pour apurer les dossiers qui étaient dans le circuit. 3 éditions se sont tenues et il y a eu des progrès sur la dématérialisation. Le gouvernement promet aussi la rédaction prochaine d'un rapport final sur les conclusions de l'étude portant sur le système de rémunération. Pour le paiement des rappels, vous le savez, le gouvernement avait provisionné 29 milliards. La loi de finances rectificative a rajouté encore 20 milliards. Ce qu'on peut dire, c'est que sur les 50 milliards, nous sommes à un taux d'exécution de près de 69%. Pour le paiement des indemnités à fin novembre, indemnités relatives aux frais d'examen, pour le CFE et le BFM, sur les crédits, 70% ont été engagés et 33% des crédits y afférents ont été payés. Les syndicats présents ont déploré les lenteurs et restent attentifs. Nous avons perdu notre naïveté. Nous allons apprécier aux résultats, c'est-à-dire c'est les résultats qui vont compter. Parce que nous l'avons dit, pendant plusieurs années, on a signé des protocoles d'accord qui n'ont pas été respectés. Ce dernier protocole d'accord qui a été respecté, signé avec un échéancier clair, on s'est rendu compte que les délais ont été largement dépassés. Et le monitoring d'aujourd'hui l'a prouvé. Le Premier ministre, par la voix du porte-parole du gouvernement, estime qu'ils sont dans les délais et se dit satisfait. Des recommandations ont cependant été dictées par le président de la République, et ceci en vue d'une année scolaire apaisée. Parlons politique à présent avec la sortie du porte-parole du Khalif général des Tidianes concernant le soutien au candidat Macky Sall. Pour analyser par Mamadou Sy Albert, pour le politologue, ce choix exprimé par Tivavan démontre tout simplement le manque de rupture entre la politique et la religion. Il a rencontré nos reporters Al-Hassan Ba et Pape Sangone Baïa. Une déclaration surprenante pour quelqu'un qui n'a pas une lecture politique, c'est l'avis de l'analyste. Mais Mamadou Sy Albert estime que le Khalif avait indiqué les signes avant-coureurs. Le Khalif, s'il confirme son porte-parole, ça voudra dire que la communauté tidjane franchit un pas. C'est un acte politique qui risque d'être sanctionné. Maintenant, ce qui est nouveau, c'est la décision. Elle est surprenante pour la famille tidjane. Je crois que le repère qu'on pourrait avoir, c'est Abdou Aziz Sy Dabakh, paix à son âme. C'est vraiment la figure tidjane emblématique qui a marqué la rupture entre la politique et la religion. Il y a énormément de candidats qui se réclament de cette famille-là. Donc ça va diviser. Je crois que ce qui est certain, c'est que les talibés tidjanes ne se reconnaissent pas dans ce ndigal-là. La nouveauté, la religion va se mêler davantage à la politique. On risque de voir le pouvoir religieux basculer dans le pouvoir politique, avance notre interlocuteur. Il y a beaucoup de chefs religieux qui ne cessent d'envoyer des messages allant dans le sens qu'il faut soutenir Macky Sall, que c'est un président jeune, c'est un président qui fait des réalisations. Les chefs religieux, à la limite, font de la propagande politique. Si on veut vraiment comprendre le rôle du chef religieux, il faut se référer à Abdou Aziz Sy Dabakh et Serigne Saliou. À mon avis, c'est les deux grandes figures qui ont marqué la rupture entre la religion et la politique. Le fondement de notre constitution, c'est la laïcité et la séparation du temporel et du pouvoir religieux. Donc si on ne respecte pas ces deux piliers de notre République, il va de soi que ils ne vont plus jouer le rôle de médiateur parce qu'ils vont basculer dans le pouvoir politique. Tivavan choisit son camp. Cette volonté affichée suscite moult réactions, des lectures de part et d'autre. L'analyste politique, lui, pense à l'impact
de cette décision. Recrudescence de la dengue, l'Institut Pasteur se prononce pour le docteur Falilou Samb. Il n'existe pas encore de traitement clinique, mais plutôt préventif. La complexité du virus fait que les chercheurs peinent à trouver le vaccin contre cette maladie. Je vous propose de l'écouter. Il est interrogé par Ousseynou Thiam. C'est une maladie qui a à peu près les mêmes symptômes que le paludisme et la grippe. D'où quand même les difficultés que les médecins ont à diagnostiquer cette maladie. Donc c'est une maladie qui se présente, qui a les mêmes symptômes, c'est-à-dire des douleurs articulaires, des céphalées qu'on appelle maux de tête, des douleurs surtout au niveau abdominal, mais surtout ça peut aussi, en cas de complications, entraîner des hémorragies. Le seul traitement qu'on a, c'est un traitement préventif, c'est-à-dire d'abord lutter contre l'environnement des moustiques, donc en luttant contre l'insalubrité, c'est-à-dire la saleté, et faire en sorte qu'au moins ces moustiques ne puissent pas piquer, créer des barrières, c'est-à-dire par les moustiquaires, imprégnés ou non imprégnés. Bon, la limite est due aux différents sérotypes du virus de la dengue. Donc il y a 4 sérotypes actuellement qui ont été identifiés, c'est-à-dire c'est le DEN1, DEN2, DEN3, DEN4, ce qui fait la difficulté que les chercheurs ont pour développer des vaccins contre cette maladie. Prise en charge médicale des personnes âgées pour une population du 3e âge estimée à 900 000. Le Sénégal compte seulement 6 gériatres. Le chef du service gériatrie à l'hôpital Fann demande à l'État du Sénégal de financer le plan stratégique du vieillissement en bonne santé qui est actuellement dans le circuit depuis 2017. Un dossier signé Mambiram Youfa. Ils ont la santé fragile et ont besoin d'assistance, de suivi, une bonne prise en charge. Ces personnes du 3e âge rencontrées au centre de gériatrie et de gérontologie de Ouakam ne demandent que cela. Normalement, on doit augmenter le nombre de spécialistes au niveau des hôpitaux. 800 à 900 000 personnes âgées pour 6 gériatres au Sénégal, insuffisant. Bientôt 7, la dernière va soutenir son mémoire à Grenoble au mois d'octobre. Mais selon Mamadou Koumé, premier agrégé en gériatrie au Sénégal, le Sénégal a fait des bons en avant. 3 ans, la gériatrie, dans le cadre de la réforme du système LMD, est devenue obligatoire. Et nous avons quand même une spécialisation en gériatrie avec 2 niveaux, un niveau médical et un niveau paramédical. Un niveau médical avec un DU qui donne une compétence, pas une spécialisation, une compétence. Et là-dessus, nous avons quand même formé une bonne quinzaine. Après, il y a le DS. Le DS, nous allons commencer cette année. Il faudra aussi financer le plan stratégique du vieillissement en bonne santé à hauteur de 22 milliards pour plus de spécialistes. En tant qu'experts, nous avons prévu chaque année de former 5 gériatres à l'horizon 2018-2022. Il faut bien que ce plan soit financé par le gouvernement du Sénégal et je pense que c'est un bon mot. La question de la personne âgée, la question du vieillissement est une question centrale dans nos politiques. C'est la raison pour laquelle ce plan a été porté et monsieur le ministre de la Santé et de l'Action sociale a demandé à ce que sa validation politique puisse être accélérée de manière à ce que la mise en œuvre soit réelle et que les populations sénégalaises, nos populations qui ont tant donné à la nation sénégalaise puissent enfin bénéficier d'une attention aussi particulière que ça. Ça ne veut pas dire qu'ils ne bénéficient pas de cette attention. La durée de la formation étant longue avant de se spécialiser, ce qui peut constituer un frein, mais surmontable. Dans toutes les spécialités. Et en plus, il faut des financements pour pouvoir faire toutes ces spécialités-là. Le Sénégal a pris beaucoup de mesures et vous savez que même les bourses sont doublées aujourd'hui pour que les Sénégalais puissent se sentir un peu plus à l'aise en allant faire leur spécialisation. Le chargé de l'enseignement en gériatrie à la faculté de médecine à l'UCAD dit porter le plaidoyer et le partage pour former plus de spécialistes et une bonne répartition à travers le territoire national. Pape Abdoulaye Der, bonsoir. Bonsoir, cher Sianga. Sénégal, Soudan, double confrontation. Aliou Cissé prend les mêmes. Effectivement, le coach national a choisi la continuité pour la double confrontation des 13 et 16 octobre prochains. 3e et 4e journée des éliminatoires de la CAN, Coupe d'Afrique des Nations, Cameroun 2019. Plus d'éclairage avec Mamadou Fall. Pas de changement majeur sur la liste des 23 joueurs convoqués pour la double confrontation entre le Sénégal et le Soudan, comptant pour les 3e et 4e journées des préliminaires de la Coupe d'Afrique des Nations Cameroun 2019.
Aliou Cissé opte pour la continuité. On a décidé d'évoluer un petit peu tout en restant dans la continuité. Comme je l'ai dit, c'est dans la continuité qu'on arrivera à construire des choses. C'est vrai que sur 23 joueurs qui étaient partis au mondial, 5 sont venus, 5 sont momentanément partie de cette liste. Contre Madagascar, j'ai beaucoup aimé l'état d'esprit des garçons au niveau des entraînements, par moments au niveau du match aussi, même si tout n'a pas été parfait, mais je crois que l'état d'esprit est bon, les conditions de travail sont bonnes aussi. Donc les matchs se sont rapprochés du moins. Entre Madagascar et Soudan, on a vraiment préféré garder le même groupe qui était là depuis. Les erreurs du match précédent soulevées, le coach indexe surtout la défense. Mais ce n'est pas un problème de qualité intrinsèque, ce n'est pas un problème individuel. Je dirais que c'est un problème peut-être de tout un système défensif où nos garçons doivent comprendre que dans le football moderne, il faut être capable de défendre ensemble et d'attaquer ensemble. On ne peut pas défendre à 4, on ne peut pas défendre à 8, on ne peut pas défendre à 9. Nous devons défendre au minimum à 10 derrière le ballon. Donc je crois que ça c'est un état d'esprit. C'est un comportement mental qu'il faut avoir, de savoir que des matchs contre Madagascar où vous jouez à l'extérieur et que vous menez 2 fois, c'est pas normal que l'équipe adverse revienne. Pour la double confrontation, le Sénégal reçoit en premier l'équipe soudanaise le 13 octobre à Léopold Sédar Senghor avant de se rendre à Khartoum le 16 du même mois. Cependant, les Lions vont débuter les préparations à partir du 8 octobre. Des séances ouvertes au public. Et puis hier, Ismaïla Sarr s'est illustré en Europa League. Effectivement, appelé par Aliou Cissé, il a marqué un très joli but. L'attaquant sénégalais permet à son club Rennes de bien lancer sa saison européenne. Back from André Sarr. Un chef-d'œuvre signé Ismaïla Sarr à la 30e minute de la rencontre Rennes-Jablonec en Ligue Europa hier. Après 5 ans d'absence sur la scène européenne, le Stade Rennais ne pouvait pas espérer mieux pour signer son retour en Europe. Face au Tchèque de Jablonec, c'est l'international sénégalais Ismaïla Sarr qui a surtout marqué les esprits. Rapide dans les grands espaces et vivace dans les petits, une trentaine de minutes a suffi à Ismaïla Sarr pour s'illustrer. Une performance qui a permis à son club Rennes de gagner la rencontre 2-1. En réalité, ce but victorieux de l'international sénégalais est l'aboutissement d'une prestation de qualité depuis le début de la Ligue en française. Arrivé à Rennes pour 17 millions d'euros au début de la saison, Ismaïla Sarr a complètement séduit le Stade Rennais en inscrivant 2 buts en 5 rencontres de Ligue en français. Et puis droit de retransmission de la Ligue Pro sénégalaise cédé aux Chinois. Les clubs applaudissent. Effectivement, la parole au club et à leurs dirigeants. Ils espèrent le développement du football local. Le championnat de football peut et doit relever la tête. Pour ce faire, il lui faut des sous pour la survie de ces clubs. Des sous, il faut peaufiner des stratégies pour en avoir. C'est ce qu'a compris le président de la Ligue Pro, Saher Seck, qui, dans une discrétion totale, a ferré la société chinoise de StarTime selon une source. La Ligue Pro cède ainsi les droits de retransmission aux Chinois, plus de 6 milliards sur 10 ans. Une aubaine pour le football local. C'est des jeunes qui vont pouvoir jouer, c'est des jeunes qui vont pouvoir toucher régulièrement leur salaire, ce qui n'est pas le cas jusqu'à présent, parce qu'il y a des clubs qui avaient du mal jusqu'à présent pour pouvoir boucler leur budget et payer leur salaire 12 mois sur 12. Si vraiment les intérêts des clubs sont pris en compte, vraiment nous applaudissons de 2 mains, parce qu'il faut dire que le football sénégalais est mal loti. Le championnat du Sénégal devait avoir de gros partenaires. Des grandes entreprises basées au Sénégal n'avaient pas voulu le soutenir. Si aujourd'hui c'est StarTimes qui met 6 milliards 600 millions de francs CFA dans ce football-là, Orange aurait pu le faire. Ce n'est pas les moyens qui leur manquent. Maintenant, est-ce qu'il y avait la volonté de pouvoir faire ça dans le sport de manière même générale? Certes, StarTimes a mis la main à la poche, boostant ainsi le football local, mais il est important de maîtriser les tenants et aboutissants de ce nouveau contrat. Pour que nous puissions, nous, en tous les cas, au niveau du Jaraaf, nous prononcer sur cette question, faudrait-il au préalable que nous puissions avoir les tenants et les aboutissants. L'argent récolté de ce partenariat doit être dûment distribué équitablement afin de permettre aux clubs comme Ngor de se redresser. Je me permets d'observer une réserve par rapport à ça. Bon, parce que effectivement, les clubs, notre club comme Olympique de Ngor, nous n'avons aucune notion par rapport au cahier des charges, par rapport au contrat que la Ligue mérite d'être appuyé d'abord par l'État,
mérite d'être appuyé par les sponsors, les sociétés de la place qui sont là. D'autres pourraient en faire de même. Parce que le football aujourd'hui, il y a d'énormes possibilités. La Ligue Pro. Avant de nous quitter, Cheikh Diao, du basket avec la Coupe du Monde des Dames qui s'ouvre demain à Tenerife, c'est en Espagne. Le Sénégal est dans le groupe des États-Unis et de la Chine, entre autres. Merci Papa Abdoulaye. C'est fini pour cette édition. Prochain rendez-vous pour l'information, ce sera à 0h avec le tout en images. Excellente suite de programmes en compagnie de la Télé Futurs Médias. Au revoir.